Nous sommes jeudi 1er octobre 2020. Bonjour, bonsoir chers fidèles de la télévision Renaissance et bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. Le respect de la souveraineté du pays, c'est la condition que le Burundi pose à l'Union européenne si elle pense à un renouvellement de leurs relations. Vous suivrez Albert Shingiro, le ministre burundais des Affaires étrangères. Le 1er octobre de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale pour les personnes âgées. Quelles sont les conditions des personnes âgées au Burundi? Vous aurez une part de réponse dans ce journal. Quel est le futur réservé aux élèves qui terminent le premier cycle de l'école fondamentale au Burundi et qui ne parviennent pas à poursuivre leurs études? Le magazine Défis de chez nous emmènera à l'ouest du Burundi, suivre le cas d'un lauréat qui fait des activités génératrices de petits revenus. Tout de suite, le développement de ce journal. Pas justice pour démarrer ce journal. On observe depuis quelque temps au Burundi des arrestations arbitraires opérées par les autorités du pays. Mais Evariste Ndayishimiye, le président de la République, explique que ces arrestations font suite à des enquêtes. Il a tenu ses propos alors qu'un peu partout dans le pays, ceux qui sont arrêtés sont par la suite soit exécutés ou encore portés disparus. Ici, je réponds à la question de ceux qui se demandent pourquoi les gens sont arrêtés. Il y a des fois où il arrive qu'on les arrête pour question d'enquête sur les malfaiteurs. L'État se réserve le droit de demander quoi que ce soit pour savoir si quelqu'un est ou pas un complice avec les malfaiteurs. Donc, le gouvernement mène des enquêtes sur un cas quelconque. On ne peut pas dire qu'une personne a été arrêtée. Plutôt, il faut bien voir le pourquoi de son arrestation. Ces propos tenus par le président Evariste Ndayishimiye ne sont pas dignes du magistrat suprême devant la loi. C'est la réaction de maître Gustave Niyonzima, vice-président du collectif des avocats pour la défense des victimes de crimes de droit international commis au Burundi CAVIB. Selon lui, ce genre de discours tenu par l'autorité suprême risque de faire de l'impunité au Burundi norme et usage. C'est un acte de pure mascarade, c'est de l'inédit, ça dépasse l'entendement humain. Le président de la République a outrepassé la loi. Il est censé être le magistrat suprême de la République, mais également, conformément à l'article 96 de la Constitution, il est le garant de l'unité nationale et assure le respect de la Constitution, de la loi et du fonctionnement des institutions étatiques. Donc, au lieu d'exiger ou de plaider en faveur de la loi, de la Constitution, quant au respect des textes fondamentaux, mais aussi des instruments internationaux ratifiés par le Burundi, il encourage et fait, comment dirais-je, une façon dithyrambique à l'endroit des malfaiteurs, à l'endroit de la milice Imbonerakure, et des militaires et des policiers qui n'ont pas la qualité d'OPJ. Juridiquement étant, les actes inhérents aux arrestations, à la détention, à la perquisition, sont des actes judiciaires qui sont contrôlés et régis par la loi et la Constitution. Personne n'a le droit de les écarter ou de les ignorer, comme on dit, nemo cesentur, ignorare legem en latin, nul n'est censé ignorer la loi. Alors, pour le président de la République, je dirais qu'il a tenu des propos déplacés. Normalement, c'est le garant de l'unité nationale et assure le respect de la Constitution. Et ça nous montre qu'il y a des dysfonctionnements au niveau même des trois pouvoirs. Il y a une immixtion pure et simple du pouvoir exécutif dans le judiciaire, alors qu'il devait y avoir le principe de la séparation des pouvoirs prôné par Montesquieu. Alors, pour les familles des victimes, c'est horrible d'entendre des propos tenus par celui qui est censé être le magistrat suprême. Pour le professeur Charles Nditije, président du parti UPRONA non reconnu par le pouvoir, ces enlèvements en cascade traduisent la peur liée aux mouvements armés qui attaquent ces derniers jours dans tous les coins du pays, même si les autorités du pays le nient. Il appelle les Burundais dans leur diversité à se lever comme un seul homme pour instaurer un état de droit dans le pays. Ce qu'il dit, ces mensonges traduisent plutôt la peur panique qui habite le camp du pouvoir, parce que depuis quelque temps, nous apprenons qu'il y a des mouvements armés qui attaquent
les corps de défense de sécurité, les Imbonerakure ici et là. Et malgré les dénégations du pouvoir, il y a quand même des morts, il y a des blessés parmi les militaires, parmi les Imbonerakure. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Donc, ils veulent cacher la réalité de l'envergure de cette attaque. Et en plus, cela traduit également l'intolérance politique qui caractérise le pouvoir parce que ces gens qui sont arrêtés arbitrairement, c'est généralement des jeunes ou des militants élus à la base du parti CNL qui avait gagné les élections du 20 mai de cette année. Et puis, c'est également un signe de l'intolérance ethnique, des divisions ethniques qui mettent en avant une façon de se crédibiliser vis-à-vis de l'électorat Hutu parce que ceux qui sont arrêtés sont également les ex-FAB, les ex-militaires retraités et Tutsis, mais également des jeunes Tutsis. Donc, c'est la corde ethnique qui les brandissent. Cela montre donc en clair qu'il n'y a pas de sécurité. Je pense que le peuple burundais, dans sa diversité politique et ethnique, devrait comprendre qu'il n'y a rien à attendre de ce pouvoir. M. Nkurunziza est mort, mais je crois que le pouvoir n'a pas changé. C'est le même pouvoir criminel, autoritaire, qui tue, qui enlève, qui procède à des exécutions extrajudiciaires, qui emprisonne arbitrairement. Les gens devraient donc dépasser ce qui les divise sur le plan ethnique ou politique pour former ce que j'appellerais un mouvement de vaste rassemblement, de résistance citoyenne pour réclamer, défendre leurs droits, leur dignité, mais également l'accord d'Arusha qui avait permis de stabiliser le pays. Je lance également un appel aux corps de défense et de sécurité pour qu'ils comprennent que leur devoir légalien, c'est de protéger tout citoyen indépendamment de son appartenance politique ou ethnique. Je lance un clin d'œil également aux Imbonerakure, ces jeunes-là qui sont instrumentalisés par le pouvoir parce qu'il n'y a pas d'avenir à tuer, à rançonner, à voler chez le voisin. Ils ne vont pas à l'école, ils n'ont pas de boulot, donc ils sont condamnés à errer toute leur vie. Ils devraient se désolidariser de cette œuvre diabolique qui ne leur apporte rien. Le langage qu'Évariste Ndayishimiye continue à utiliser dans ses discours montre qu'il n'a pas de volonté de renouer les relations avec d'autres pays. Cette analyse est de Gervais Nibigira, vice-président du réseau de citoyens Probe RCP. Ceci intervient à la suite d'un discours du président de la République dans une conférence publique où il a précisé que le Burundi n'a pas besoin de la communauté européenne en accusant aussi le Rwanda d'être un pays hypocrite. Nous avons entendu à travers la conférence de presse qui est tentée d'animer à Gitega, où il montre que les relations entre l'Union européenne et le Rwanda ne sont pas nécessaires aujourd'hui. Parce que pour lui, il se dit que, par exemple, pour l'Union européenne, si l'Union européenne a besoin du Burundi, c'est à elle d'approcher le Burundi, parce que le Burundi est un pays qui se satisfait. Donc aujourd'hui, il nargue que ce soit les chefs d'État de la région, par exemple. Et il a dit que la réunion qui avait été convoquée par le chef d'État de la République du Congo, et il minimise cette réunion parce qu'il dit que c'est une réunion qui n'avait pas de cadre. Donc, il a dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire de s'asseoir avec les autres chefs d'État. Donc, cela montre qu'aujourd'hui, il ne veut pas ouvrir les relations avec les autres pays. Et pour le Rwanda, il dit que c'est un pays qu'il considère comme hypocrite. Et lui, il se considère comme aujourd'hui le garant de la population burundaise, mais sans fois continuer à nouer les relations avec les autres pays, surtout les pays qui l'accusent comme ce qu'ils ont fait, ce qui s'est passé au Burundi depuis 2015. Donc c'est une façon de montrer que ce n'est pas lui qui est mauvais, mais que ce sont les autres qui sont mauvais. Donc aujourd'hui, nous demandons alors qu'il y ait le changement de discours, parce que chaque pays a besoin de l'autre pays. Et c'est pourquoi alors, par exemple, entre le Burundi et le Rwanda, ce sont des pays frères qui se partagent beaucoup de choses, que ce soit les marchandises, que ce soit d'autres moyens culturels. Cette façon de dénigrer surtout les autres pays, c'est une façon qui a des conséquences sur la population,
Mais ce n'est pas sur le gouvernement, mais c'est sur la population qui perd quelques avantages comme les aides. C'est pour nous demander qu'il y ait cette ouverture, changement de discours, changement pour montrer qu'aujourd'hui, le Burundi, ce n'est pas un îlot. Il faut qu'il y ait cette ouverture pour avoir des relations avec les autres pays, que ce soit le Rwanda, que ce soit l'Union européenne, les autres pays de l'Union africaine ou d'autres pays du monde. Toujours parlant coopération, le Burundi accueillera à bras ouverts les pays de l'Union européenne si jamais ceux-ci voudraient renouveler leurs relations avec le Burundi, mais à condition que ces pays veillent au respect de la souveraineté du pays. Ce sont les propos d'Albert Shingiro, ministre burundais des Affaires étrangères, lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi. La normalisation des relations entre le Burundi et les autres pays, notamment ces pays que vous n'ignorez pas, qui avaient suspendu leur coopération avec le Burundi, sera au centre de notre priorité. Les pays de l'Union européenne et le Burundi allons coopérer et voir si nous pouvons mettre fin à ces suspensions. Comme vous le savez, le Burundi n'a jamais pris des sanctions pour les pays de l'Union européenne. C'est plutôt le contraire. Et nous pensons d'ailleurs que si jamais ces pays voudront encore renouveler leurs relations avec le Burundi, de notre part, il n'y a pas de problème. Nous les recevrons à bras ouverts comme le faisaient avant les sanctions. Et nous le ferons en étant sûrs que ces pays respecteront la souveraineté du Burundi. Albert Shingiro, ministre burundais des Affaires étrangères et page Société, les personnes âgées ne sont pas bien traitées au Burundi, aussi bien pour les retraités du secteur public que pour ceux du secteur privé. C'est l'avis de Katihabwa Charles, un septuagénaire burundais. Il intervient au moment où ce jeudi, le monde célèbre la journée internationale dédiée aux personnes âgées. Katihabwa Charles indique également que cela est dû à la corruption qui gangrène le pays depuis plusieurs années. Le problème de cette mauvaise pension, ce n'est pas la loi. Les lois sont claires et sont même très bonnes. Mais ces lois n'ont jamais été appliquées comme ils sont décrites. Ça veut dire qu'il y a un côté salarial, puisque la pension provient du salaire que le fonctionnaire touchait, que le travail privé touchait. Donc c'est l'origine de la pension. Or, le pays, le Burundi, c'est un pays qui n'a pas de politique salariale. La loi est là, mais elle a été piétinée. Ça veut dire que les gens sont maltraités à cause de la transgression de la loi. Katihabwa Charles ajoute que prolonger l'âge de départ à la retraite est une mesure qui n'est pas convenable parce qu'après ceux qui approchent l'âge de retraite se trouve une jeunesse forte et ont besoin de travailler. Concernant l'âge de retraite qui est majoré à 65 ans, c'est trop. Puisqu'à 65 ans, si vous avez vraiment bien presté, vous êtes fatigué. Tout cela, c'est... Si quelqu'un cherche à rester au boulot, c'est qu'il voit clairement que sa pension ne va pas suffire pour sa survie. Donc, il demande de rester au boulot, mais dans l'entretemps. Si quelqu'un qui a 65 ans, il a des enfants de 40 ans, prenons de 35 ans, s'il s'est marié à 30 ans. Donc, des enfants de 35 ans. Les enfants de 35 ans sont des gens qui ont besoin de travailler. Mais ces postes sont occupés par leur papa. Et ça, c'est une bonne affaire pour les générations, pour nos enfants, pour les générations futures. Non, c'est pas bon. Katihabwa Charles s'est entretenu avec notre confrère Denis Ndaïkengurukiye et page éducation pour poursuivre notre journal. Les lauréats du premier cycle de l'éducation de l'école fondamentale plutôt éprouvent beaucoup de difficultés pour orienter leur vie après leur échec de poursuivre leurs études. Certains exercent des métiers qui ne génèrent pas assez pour satisfaire leurs besoins vitaux. Nous partons d'un exemple d'un jeune lauréat des provinces de l'ouest du Burundi qui loue un vélo pour transporter des personnes et des biens, mais il reste sur sa soif de continuer ses études sans y parvenir. Révérien Badikamwe.
C'est cela l'ambiance à mairie de Bujumbura sur le parking des taxis vélos au nord de la capitale. Parmi ces taxis vélos, deux jeunes lauréats du premier cycle de l'école fondamentale s'y trouvent, à défaut d'avoir un métier donné de satisfaction. Ils utilisent des vélos Kirilou pour pouvoir gagner les vies. Nous nous sommes entretenus avec l'un de ces jeunes, on lui prête le nom de Nahayo. J'ai étudié jusqu'en 9e année. Je fais le taxi vélo à défaut dans notre métier. Ce vélo ne m'appartient pas car je n'ai pas de moyens pour l'acheter. Je paie à son propriétaire 1500 par jour et des fois je ne trouve pas la somme suffisante à verser. Je fais ce métier pour avoir de quoi manger, pour survivre. Ils sont à 30 sur ce parking à avoir terminé la 9e année fondamentale comme Nahayo. Ils semblent regretter 9 ans qu'ils ont passé à l'école. Ils ne sont pas prêts à apprendre un autre métier de peur de passer un autre temps au lieu d'exercer directement un métier. Je ne trouve pas l'importance de faire l'école de métier parce que celui-ci est aussi un métier. Par chance, je trouverai un autre métier. Ici, nous sommes plus de 30 et nous avons abandonné l'école la même année suite à différents problèmes familiaux. J'ai beaucoup perdu à voir les années que j'ai passées sur le banc de l'école pour me retrouver dans le taxi vélo. Nahayo ne va pas par deux chemins. L'État devrait créer des entreprises pour ces jeunes ou tout au moins revoir le système éducatif qui les permettrait de retourner à l'école. Si je pouvais avoir les moyens, je retournerais à l'école. Mais comme ce n'est pas possible, je me résigne et vivre dans l'incertitude. Et comme je verse 1500 par jour, il me reste des fois 2000 ou 3000 francs. Les vélos et les pièces de rechange sont devenus chers. Le prix d'achat d'un vélo varie entre 300 et 400 000. Nous demandons au gouvernement de nous aider à nous donner des emplois ou à ceux qui le peuvent retourner à l'école. Plus de 34 000 élèves ont été échoués cette année et devraient se lancer dans la vie active. Par chance, le Conseil des ministres a permis au ministre de l'Éducation de faire exception à ces élèves pour reprendre l'année. Les parents espèrent qu'une partie pourrait être sauvée à travers cette chance de redoublement. Révérien Vadik Kamre, aujourd'hui, si le gouvernement planifie que les enfants terminent en 9e, c'est une étape très importante, mais qui nécessite d'être améliorée. Cependant, il faut que le gouvernement mette tout son effort pour que les enfants terminent à l'université. C'est le souhait de l'ancien ministre de l'Éducation, Gamaliel Ndaruzaniye, qui interpelle le gouvernement à collaborer avec les experts pour arriver à cette étape. L'objectif de faire arriver les enfants à la 9e est là et clair. Maintenant, produit le niveau supérieur, l'accès aux classes supérieures, puisqu'il n'y a pas de classes suffisantes, les enfants sont obligés de passer un concours qui n'est pas un examen, un concours en fonction des places disponibles dans la première classe post-fondamentale. L'objectif suivant, normalement, de l'éducation nationale devrait être d'envisager, de planifier comment un enfant entrant en première année aujourd'hui peut espérer arriver à la fin de l'école secondaire à la porte de l'université. C'est le nouveau développement qui devrait suivre. Maintenant, la question des moyens, la question des enseignants, la question des livres, c'est une autre affaire de financement de l'éducation qui se fait par le gouvernement du Burundi, les partenaires internationaux et les partenaires nationaux et le secteur privé pour que on puisse arriver à ce niveau. Maintenant, qu'on n'a pas encore des places, il y avait, c'est pas envisagé, c'est envisagé. Le ministre vient de dire, dans un document que j'ai hier, que les écoles, les centres d'enseignement de métier, les centres de formation professionnelle ne sont plus capables de les accueillir aujourd'hui. C'est un sérieux problème, je félicite le ministre d'avoir reconnu. Il faut y trouver une solution, parce que ces centres n'ont plus pas assez d'équipements, pas assez d'enseignants qualifiés, et ne sont pas fonctionnels pour la plupart. Donc, la solution qu'on avait envisagée de les accueillir n'est pas prête. Et donc, le système est forcé pour recourir à l'autorisation du redoublement, qui pourrait produire un point de blocage de l'école fondamentale s'il n'y a pas de solution des 2 années à venir.
les parents voulant que leurs enfants à tout prix arrivent dans l'école postfondamentale, ils vont avoir tendance à les faire redoubler ce qui était autorisé. J'étais devant le même cas en 89-88, où les écoles primaires étaient bloquées à cause du redoublement en sixième. Il faut encourager le gouvernement à réfléchir dans ce que j'appelle la planification scolaire basée sur les statistiques confirmées de l'éducation, voir comment apporter une solution qui pourrait amener l'espérance de faire l'école de la première année à la fin de l'école secondaire et à la porte de l'université. Et pour clore notre journal, les 4 journalistes du groupe de presse Iwatch totalisent aujourd'hui 346 jours d'incarcération. La cour d'appel de Nahangwa a décidé de leur maintien en prison vendredi 5 juin. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Gide Harenimana ont été arrêtés à Musigati le 22 octobre de l'an dernier et sont accusés d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et voilà, fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de production et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.